C'était mon 27e anniversaire, et seul le silence marquait l'événement. Aucun appel ne clignotait sur l'écran de mon téléphone. Aucun SMS ne vibrait sur le plan de travail. Seul le bourdonnement discret du réfrigérateur et le poids constant et pesant de l'oubli. Une fois de plus, pour la 3e année consécutive, j'essayais de ne pas y penser. Je suis allé travailler, je suis rentré et je me suis préparé un dîner simple. C'était un mardi comme les autres. Mais, assis sur mon canapé ce soir-là, parcourant Instagram sans but précis pour apaiser le vide qui me rongeait la poitrine, mon pouce s'est figé. Elle était là. Ma famille. Ma mère, Tracy, rayonnait, serrant fort ma petite sœur, Chloé dans ses bras. Mon père, Marc, se tenait à leur côté, une coupe de champagne à la main, le visage rayonnant de fierté. Entre eux, Chloé vibrait de joie, tenant un trousseau de clés. Au fond, garé dans leur allée, un énorme nœud rouge sur le capot, une voiture flambant neuve. J'ai parcouru les photos, un gros plan du SUV rutilant, une vidéo où ils la surprennent, une photo d'un gâteau glacé avec beaucoup trop de bougies. Les légendes étaient une avalanche de mots doux. Notre ange mérite le monde. Joyeux 22 ans à notre belle Chloé. Que du meilleur pour notre fille. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ce n'était pas un choc. Pas vraiment. C'était plutôt comme la dernière pièce lourde d'un puzzle qui s'emboîtait. L'image était si nette, si indéniable. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Ce n'était pas un craquement bruyant et fracassant. C'était une rupture froide et silencieuse, un claquement net. Et à cet instant, avec le fantôme de leur rire résonnant sur l'écran de mon téléphone, j'ai décidé que c'était la dernière fois qu'ils m'oublieraient. Je m'appelle Emily Carter. Je suis graphiste, née et élevée ici même à Portland, dans l'Oregon. Ma vie a toujours été définie par une règle simple et tacite, Chloé passe avant tout. Ma sœur a 5 ans de moins que moi. Et dès sa naissance, elle était comme le soleil. Tous les autres membres de la famille gravitaient autour d'elle. C'était l'enfant chéri, pétillante et extravertie, avec un sourire qui pouvait la tirer d'affaire. Mes parents, Tracy et Mark, étaient ses plus fidèles soutiens. Mon rôle était différent. J'étais celle qui aidait, celle qui était raisonnable. En grandissant, j'ai vite appris qu'être tranquille et autonome était la meilleure façon de vivre au foyer. J'avais de bonnes notes parce que c'était attendu. J'ai trouvé un travail à 16 ans, où j'emballais les courses au supermarché du coin, parce que cela me semblait la chose responsable à faire. J'étais le gardien de la paix de la famille, celui qui aplanissait les disputes, qui rangeait toujours le désordre. Je me souviens qu'à 10 ans, je voulais plus que tout un nouveau vélo pour mon anniversaire. J'en ai eu un. C'était un VTT d'occasion robuste. Il était pratique. Émilie est tellement raisonnable, avait dit papa en m'ébouriffant les cheveux. Elle va s'en servir pendant des années. Je me suis forcé à sourire et je les ai remerciés. 3 mois plus tard, sans raison particulière, ils ont ramené un vélo tout neuf pour Chloé. Il était rose vif, avec des pompons scintillants sur le guidon et un panier blanc à l'avant. Oh, elle en est tombée amoureuse au magasin, a expliqué maman en regardant Chloé pousser des cris de joie. Impossible de refuser ce visage. Je regardais par la fenêtre mon vélo d'occasion, bien pratique, appuyé contre le garage, ressentant une douleur sourde et familière. C'était pareil à l'école. Je travaillais dur, je veillais tard pour réviser. En 2e année de lycée, j'ai remporté le prix du district pour un projet d'histoire sur lequel j'avais passé des mois. Je suis rentré à la maison avec le certificat à la main, le cœur battant de fierté. C'est bien, ma puce, a dit maman, les yeux toujours rivés sur la télévision. Papa m'a fait un petit signe de pouce levé avant de retourner à son journal. Quelques semaines plus tard, Chloé a été élue la plus populaire de sa classe de 4e. Mes parents ont organisé une fête pour elle. Ils ont invité tous ses amis, commandé des pizzas et accroché une banderole dans le salon sur laquelle était écrit « Félicitations à notre superstar ». Pendant mes études, j'ai cumulé 2 emplois à temps partiel tout en suivant un programme de cours complet. J'ai aidé à payer les factures à la maison lorsque mon père a été licencié pendant quelques mois. « Tu es tellement doué avec l'argent, M, disait-il en me prenant le chèque des mains avec un sentiment de droit acquis. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Pendant ce temps, il payait les cotisations de Chloé à la sororité et ses voyages de printemps, sans jamais lui demander de participer. J'étais la base, stable et invisible. Chloé était la décoration, admirée de tous. Je m'étais convaincu que c'était ainsi,
que mon rôle était d'être la personne stable. Mais la stabilité, je commençais à comprendre, ressemblait beaucoup à l'invisibilité. L'oubli a commencé le jour de mes 25 ans. J'avais réservé un dîner pour nous 4. J'avais même acheté une nouvelle robe. J'ai attendu toute la journée un appel pour confirmer l'heure. Rien. J'ai finalement appelé ma mère cet après-midi-là, l'angoisse me serrant l'estomac. « Oh, chérie », avait-elle dit d'une voix faible et éraillée. « Je suis vraiment désolé. J'ai complètement oublié de te le dire. On est au Mexique. » Chloé avait eu un semestre difficile, alors ils avaient réservé un voyage de dernière minute pour lui remonter le moral. J'ai passé mon anniversaire seul, à manger à emporter sur mon canapé. Un message d'anniversaire générique est arrivé 2 jours plus tard, accompagné d'une photo de riant sur une plage. Ça m'a blessé, mais je me suis dit que c'était juste une erreur. Mon 26e anniversaire a été plus calme. J'avais retenu la leçon et je n'avais rien prévu. Une petite part de moi, un peu bête, espérait encore un appel, une carte, peut-être juste un SMS le jour J. La journée est passée en silence. Maman a appelé le lendemain soir, l'air pressé. « Oh, Émilie, heureusement en retard. Le travail a été une vraie catastrophe. » J'ai accepté l'excuse parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Plus tard dans la semaine, ma cousine a publié des photos sur Facebook. Il y avait ma mère, mon père et Chloé à la maison, réunis autour d'un petit gâteau. Chloé était au spa plus tôt dans la journée. Les photos étaient visibles. La légende disait, un petit RNR en famille. Le mensonge était pire que l'oubli. Cette année, pour mes 27 ans, je ne m'attendais vraiment à rien. J'avais enfermé cette partie de mon cœur. Mais l'ampleur de la célébration du 22e anniversaire de Chloé a brisé toutes mes défenses. Ce n'était pas qu'un gâteau. C'était une fête avec traiteur. Ce n'était pas qu'un cadeau. C'était une voiture. Flambant neuve. Un montage vidéo personnalisé de sa vie passée en boucle à la télévision, rempli de moments auxquels je n'avais jamais participé. La vue de tout cela, si public et extravagant, était la confirmation finale. Je n'étais pas simplement oublié. Je n'avais plus aucune importance. Il fallait que j'appelle. J'avais besoin d'entendre sa voix. D'entendre l'excuse une dernière fois. Quand j'ai finalement eu ma mère au téléphone ce soir-là, ma voix était plate, dénuée d'émotion. La voiture pour Chloé. C'est génial. J'ai dit, oh, ma chérie. Oui. Elle était tellement surprise. Tu sais à quel point elle en voulait un? Maman s'est exclamée, complètement inconsciente. Et mon anniversaire? Les mots me sont restés comme des pierres dans la bouche. C'était mardi. Il y a eu un long silence. J'entendais la télévision en fond sonore. Puis un profond soupir. Oh, Émilie, tu sais, Chloé a juste besoin d'un peu plus de soutien en ce moment. Elle est à un âge délicat. Tu vas bien. Vous êtes toujours si ensemble. Le revoilà. Le compliment indirect qui était en réalité un rejet. Mon unité était ma malédiction. C'était l'excuse qu'ils utilisaient pour me négliger. Je vois, ai-je dit doucement. Et c'est vrai. J'ai tout vu avec une clarté aveuglante et douloureuse. Les jours qui ont suivi, quelque chose en moi s'est durci. Ce n'était pas la colère. La colère est brûlante et forte. C'était froid et silencieux. C'était la détermination. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas écrit de mail dramatique. J'ai juste commencé à m'éloigner, coupant les fils qui me reliaient à eux. Un par un, quelques semaines plus tard, papa appelait, et, les choses sont un peu serrées ce mois-ci. Pourrais-tu nous dépanner avec quelques centaines de dollars pour quelques dépenses de dernière minute? C'était un scénario familier. Pendant des années, ma réponse avait toujours été un oui immédiat. Je ne peux pas maintenant, papa, ai-je dit d'une voix calme mais inflexible. Le silence à l'autre bout du fil était lourd de confusion. Oh, a-t-il finalement dit. D'accord, tout va bien? Je vais bien, ai-je répondu, utilisant le mot qu'il m'avait toujours attribué. Je n'allais pas bien, mais j'en avais assez d'être leur solution. Il a marmonné un rapide au revoir, visiblement désemparé. Quand les invitations pour Thanksgiving ont commencé dans le groupe familial, j'ai vu une légère supposition dans leur message. Émilie, tu es de service pour la purée cette année. J'ai lu les messages et, pour la première fois,
je n'ai rien ressenti. J'ai tapé une réponse simple. Je ne pourrai pas venir. Je passe les fêtes avec la famille de Rachel cette année. La famille de ma meilleure amie Rachel était bruyante, chaotique et merveilleuse. Ils ont tiré une chaise supplémentaire à la table sans hésiter. J'ai réfléchi. Ils m'ont interrogé sur mon travail, sur ma vie, et ils ont écouté leurs réponses. Assis là, entouré de leur chaleur et de leur rire, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais ressenti chez moi. C'était un contraste saisissant avec les Thanksgiving de ma famille, où j'étais généralement relégué à la cuisine, aidant ma mère pendant que Chloé tenait la cour dans le salon. Pendant tout ce temps, j'avais un secret. Je consacrais toute ma douleur, ma frustration et mon ambition à un projet qui me passionnait. C'était une application mobile. L'une était le design, un outil pour aider les freelances et les créatifs à gérer leurs projets et leurs finances. Elle est née de mes propres besoins de graphiste, une solution à un problème que je connaissais bien. Je passais mes soirées et mes week-ends penchés sur mon ordinateur portable, à esquisser des wireframes, à apprendre les bases du code et à peaufiner l'expérience utilisateur. Pendant que ma famille m'oubliait, je construisais quelque chose pour moi-même. J'ai soumis mon prototype à un programme d'accélération technologique à San Francisco, sans vraiment croire que j'y serais admis. C'était une mince affaire. Mais un mardi après-midi pluvieux, un email est arrivé dans ma boîte mail. L'objet disait « Félicitations, tu as été accepté ». Je l'ai lu 3 fois. Ma candidature avait été sélectionnée. J'avais obtenu une place dans le programme, qui comprenait un financement de démarrage et un mentor technique. Je me suis rassise dans mon fauteuil, un sourire naissant lentement sur mon visage. C'était réel. C'était un ticket pour une nouvelle vie, une vie que je construisais à ma façon. Ma famille n'en savait rien. Ils ne m'avaient jamais demandé ce que je faisais de mon temps libre. L'année suivante s'est écoulée dans un tourbillon de travail tranquille et de distance croissante. Puis le 23e anniversaire de Chloé est arrivé. Le groupe de discussion s'est à nouveau enflammé. Grande fête, restaurant chic. Cette fois, les suppositions étaient encore plus audacieuses. Monsieur, peux-tu venir plus tôt pour aider à l'installation? Maman a envoyé un texto. On sait que tu es très organisé. Émilie, où es-tu? Chloé te demande. Mon père a relancé quelques jours plus tard. Je n'ai pas répondu. J'ai lu les messages, regardé les notifications s'accumuler et ressenti un profond sentiment de puissance. Mon silence. Le soir de sa fête, j'étais chez moi en train de finaliser une présentation pour mon mentor. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de mon application bancaire. Un paiement avait été effectué pour une entreprise de remorquage locale. J'ai pris une grande inspiration. Le SUV rutilant de Chloé, symbole de leur affection pour elle, était en train d'être attelé et remorqué loin du restaurant. Il y a 1 an, dans le tourbillon de leur fête, ils avaient oublié un détail crucial. J'avais co-signé le bail. Mon crédit était meilleur, et cela facilitait le financement. C'était une simple démarche pratique qu'ils avaient à peine prise en compte. Pendant 1 an, je m'étais assuré que les paiements soient effectués à temps. Mais quelques semaines plus tôt, j'avais appelé la société de leasing. J'avais suivi la procédure légale pour transférer le bail à mon nom et résilier le contrat. Mon téléphone a sonné, brisant le silence de mon appartement. C'était papa. Sa voix n'était pas confuse cette fois. Elle était furieuse. Emily Lynn Carter. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Rugit-il. J'ai pris une respiration lente et calme. Je respirais, laissant sa colère m'envahir. Bonjour, papa, dis-je d'une voix parfaitement calme. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ne fais pas l'idiot avec moi. La voiture de Chloé. Elle a disparu. Elle a été remorquée. Elle est bloquée au restaurant, en pleurs. J'ai récupéré mon bien, papa. Dis-je simplement. Le bail était à mon nom. Mon crédit était en jeu. J'ai décidé de ne plus en être responsable. Ton nom? On a acheté cette voiture pour Chloé. Tu as versé la compte. Je l'ai corrigé gentiment. Je me suis occupé du financement. Tu n'as jamais posé de questions sur les détails. Il y avait des bavardages à l'autre bout du fil. C'est à propos de ton anniversaire, n'est-ce pas? C'est incroyablement mesquin, Emily, de gâcher l'anniversaire de ta sœur comme ça.
Ce n'est pas une question de mesquinerie, dis-je d'une voix un peu basse, pleine d'une année de détermination. C'est parce que je ne suis plus le filet de sécurité de ta famille ni ta pensée après coup. C'est fini. Je raccrochai. Avant qu'il puisse répondre. Le lendemain matin, c'était la tempête. Une douzaine d'appels manqués de Chloé. Chacun était un message vocal larmoyant et hystérique. Comment as-tu pu me faire ça? Tu as tout gâché. Puis sont arrivés les courriels de mes parents, un long et décousu d'accusations qui s'est lentement transformé en excuses timides pour ce qu'ils m'ont fait ressentir. Il n'y avait aucune appropriation, aucune réelle compréhension. J'ai tout lu, et la seule chose que j'ai ressentie a été la confirmation silencieuse que j'avais bien fait. J'ai tapé une courte phrase. Je ne suis plus ton arrière-pensée. 2 semaines plus tard, mon appartement était vide. Les cartons chargés dans un camion de déménagement. J'allais déménager à San Francisco. En descendant l'I-5, regardant le paysage verdoyant familier de l'Oregon disparaître dans mon rétroviseur, je n'étais pas triste. Je me sentais libre. La vie à San Francisco était un tourbillon. Je me suis lancé dans le programme d'accélération. J'étais entouré de personnes motivées et brillantes qui me voyaient, qui valorisaient mes idées. J'ai travaillé plus dur que jamais de ma vie. Alimenté par le café et le désir ardent de me prouver que j'en étais capable, ma mentor, Sarah, une femme brillante et pragmatique, m'a poussé à m'améliorer, à voir plus grand. Pour la première fois, je me sentais reconnu pour mon esprit, pour mon travail, et non pour mon utilité. 1 an plus tard, mon application était lancée. C'était terrifiant et exaltant. Puis elle a commencé à grimper dans les classements. Elle a atteint le top 20 de sa catégorie. Les blogs technologiques en ont parlé. Mon petit projet passionné, né de la solitude et de l'abandon, a été un succès. Mes parents ont essayé de reprendre contact. Des emails hésitants, des messages vocaux gênants. Nous avons vu l'article sur votre application, Émilie. Nous en sommes si fiers. J'ai répondu poliment, mais brièvement et avec distance. Le jour de ma première démonstration publique a été le test ultime. C'était un événement majeur sur la scène technologique de la baie de San Francisco. En coulisses, mon cœur battait fort. Je suis monté sur scène, plissant les yeux à cause des lumières vives, et j'ai commencé à parler. Tandis que je scrutais le public, mon souffle s'est arrêté. Je me suis attelé. Ils étaient là, mes parents assis au 10e rang. Ils semblaient plus vieux, plus fatigués que dans mes souvenirs. Un sursaut me traversa, une lueur de désir d'antan. La petite fille en moi qui voulait juste que ses parents soient fiers. Mais j'ai repris mon souffle. J'ai repensé aux anniversaires oubliés, aux paroles méprisantes, à la voiture rouge rutilante. J'ai redressé les épaules, tourné légèrement le dos et me suis concentré sur les investisseurs au premier rang. J'ai prononcé ma présentation avec une assurance qui semblait méritée. Plus tard, à la réception, j'étais entouré de gens qui me félicitaient, d'investisseurs désireux de discuter. Du coin de l'œil, j'ai aperçu mes parents qui rôdaient au bord de la foule, l'air perdu. Ils ont essayé de se frayer un chemin pour me rejoindre. Nos regards se sont croisés un bref instant. Je leur ai adressé un bref signe de tête poli, un signe de tête, rien de plus, puis je suis revenu à la conversation. Je leur avais pardonné, non pas pour eux, mais pour moi. Il fallait que je me libère de la colère, car c'était un poids qui me pesait. Mais le pardon et la réconciliation sont 2 choses différentes. Ils n'ont pas eu leur place dans ma nouvelle vie simplement parce qu'ils sont venus. Parfois, votre famille n'a pas besoin de vous accorder une seconde place. Elle le montre. Elle le montre dans les souvenirs et les oublis. Et un jour, il faut arrêter d'attendre qu'ils vous offrent une place à leur table. Il faut sortir et construire la vôtre. Si vous avez déjà été celui qu'ils ont oublié, celui qui a tout donné pour rien, cliquez sur « J'aime », commentez et abonnez-vous. On vous voit. Vous n'êtes pas un arrière-goût, et vous comptez.